Maximilien Roher. Alors, on a vu par rapport à l'environnement, par rapport à l'exploitant, par rapport aux scientifiques. Voyons les choses sous un angle économique. Alors, vous êtes PDG fondateur de BeCitizen. Alors, c'est à n'y rien comprendre, hein. Un patron d'une entreprise qui s'appelle Sois Citoyen. Expliquez-nous un tout petit peu qu'on comprenne bien. En tous les cas, que le Béotien qui vous sert d'animateur comprenne. Alors, BeCitizen, créé il y a 10 ans. Depuis 4 ans, nous travaillons avec Rothschild. Et notre métier historique, c'est le conseil sur les sujets d'environnement et de développement durable. Notre positionnement, c'est l'expertise environnementale, avec une vision claire qui est que la croissance devra restaurer l'environnement pour que celle-ci se maintienne. Nos secteurs d'activité sont principalement urbanisme, bâtiment, d'une part, tout ce qui est agro, de l'autre part, et au milieu, tout ce qui est énergie. Depuis 4 ans que nous travaillons avec Rothschild, nous avons lancé des fonds d'investissement, et notamment Bicapital, qui est un fonds de capital investissement, private equity en anglais, dédié au soutien des technologies de l'économie positive. Bon, alors donc vous avez la vision d'un investisseur. Et un investisseur, il écoute tout ça, il observe tout ça, et il se dit... Il y a des investissements, hein, Bergaro nous l'a expliqué, il y a des délais de retour sur investissement, il y a des taux de profit, de profitabilité. Alors, comment vous jugez l'entreprise agricole sous agriculture écologiquement intensive? Alors déjà, premier point, Michel évoquait tout à l'heure le fait que à la source de l'AEI, il y avait ce constat qu'il n'y avait plus de financement public pour l'agriculture, il y a quelque temps encore. En conséquence, peut-être secondaire de tout ça, dans l'industrie de la finance mondiale, il n'y a pas de financement pour l'agriculture. Donc le financement privé de l'agriculture n'existe pas à l'exception de la dette, ou en tout cas n'existait pas à l'exception de la dette, c'est-à-dire l'emprunt bancaire auprès du Crédit Agricole local en France ou ailleurs. Depuis quelques années, mais très très récemment, on s'aperçoit que les financiers du private equity, donc le financement privé hors dette ou avec LBO avec dette, s'intéressent à la croissance du monde agricole. Pour diverses raisons qu'on a pu évoquer, hein, les questions changement climatique, les questions d'augmentation du prix de l'énergie, bref. Moi, ce qui va m'intéresser, si vous voulez, de partager avec vous, c'est un premier élément qui a déjà été plus ou moins évoqué là, mais qui est fondamental pour bien comprendre la puissance de l'AEI. C'est que le cerveau humain est ainsi fait qu'il ne pense qu'en linéaire. Et les scénarios qui ont été présentés ici sont pour moi tout à fait linéaires. Avec tout le respect que je dois à tous les acteurs qui ont investi énormément de temps dedans, ce sont des scénarios extrêmement conservateurs, quels qu'ils soient, même s'ils sont présentés comme contrastés. Je vais vous exprimer un scénario qui, pour moi, serait un scénario contrasté, et ça a été un peu évoqué par Marcel il y a 2 minutes. 3,50, les 3 fois 50. En 2050, 50% des terres agricoles seront dédiées à autre chose que l'alimentation. En 2050, sur les 50% des terres agricoles qui ne sont pas... et 50% des revenus agricoles seront liés à ce que Marcel présentait tout à l'heure sous le nom de Payment for Environmental Services. 3 fois 50, 2050, 50% de l'agriculture sera non alimentaire. 2050, 50% des revenus agricoles seront pour des services aujourd'hui non alimentaires et non agricoles directement. Alors, quand vous avez ça en tête... vous pouvez comprendre à quel point l'enjeu de l'AEI est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, en tendanciel, comme l'évoquait tout à l'heure Bruno, les terres agricoles sont en décroissance partout, que ce soit sous l'effet de la désertification ou de l'urbanisme ou d'autres affaires. Et où qu'on soit, nous n'entendons que des discours de décroissance de la capacité productive des territoires agricoles. Donc, vous croisez ça avec les prévisions, là aussi tendancielles des démographes, avec 9 milliards d'euros en 2050. Vous croisez ça avec ce qui a été présenté ici comme les 3000 calories par habitant en 2050. Et, si on va jusqu'au bout du scénario des 3000 calories jusqu'en 2050, des 1 ou 2 bagnoles par individu qui mangent 3000 calories par jour, et d'un appartement de 80 mètres carrés, chauffé, climatisé, vous vous rendez compte tout simplement qu'il faut radicalement réinventer le modèle de croissance.
Et pour radicalement réinventer le modèle de croissance pour que ça tienne, la photosynthèse est tout simplement au cœur de la croissance économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de pensée d'un modèle économique sans placer la photosynthèse et donc le modèle agricole au cœur de la croissance économique. C'est-à-dire évidemment biocarburants, évidemment biomasse énergétique, mais aussi biomatériaux, les poutres, les chevrons, les plaquages des bâtiments, mais aussi la poudre industrielle pour faire des composites dans l'industrie en général, dans l'automobile ou ailleurs. Mais aussi la chimie verte, mais aussi. À ce stade-là, la question de l'investissement se pose, parce qu'effectivement, je fais un peu mon émerveillé, j'ai la chance d'intervenir hier matin pour l'immobilier, avant-hier à Londres sur des sujets industriels, avant-hier à Genève sur des sujets forestiers. Bon, j'ai la chance d'être très transversal dans mon approche. J'admire la capacité qu'on peut avoir quand on traite l'agriculture de la penser toujours de manière verticale, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs. Je trouve que c'est extraordinaire, à l'heure où on parle, en 2010, d'être capable de penser l'agriculture indépendamment des autres secteurs économiques. Pourquoi je fais cette digression? Tout simplement parce qu'on m'a posé la question du financement et du retour sur investissement. Si vous pensez l'agriculture de manière linéaire, l'agriculture pour produire du blé, pour produire du maïs, ça peut intéresser quelques financiers, et ça les intéresse d'ailleurs, parce que effectivement les ROI sont déjà assez intéressants, on peut spéculer. Mais si vous commencez à considérer que l'ensemble de la croissance économique va dépendre de la capacité de mise en place de systèmes agricoles effectivement efficients, alors vous vous rendez compte du potentiel de revenus économiques et financiers de ce secteur, qui va bien au-delà de la simple production de blé, maïs, colza, tournesol et autres. Alors, très bien. Vous êtes en train de nous expliquer quelque chose de fondamental, c'est que le métier de l'agriculteur, c'est pas de nous nourrir, c'est de nous faire vivre globalement. Et vous êtes en train d'en faire les projections à 50 ans. Et vous êtes en train de nous dire que le modèle économique, il vient là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agriculteur nous fait vivre globalement, nécessairement, il y a du business sur tous les azimuts. Et il y a des azimuts qui sont des azimuts industriels où là, ça va plus rigoler, ça va rapporter de l'argent. Pour des questions de coût, c'est-à-dire que évidemment la question réglementaire est dominante dans la pensée européenne, parce que l'agriculture européenne vit sous, je dirais, le cadre réglementaire de la PAC depuis aussi longtemps que tous ceux qui sont présents dans la table autour de la table peuvent se souvenir. Donc nous avons une pensée agricole sous contrainte. Nous n'avons pas du tout une pensée agricole libre. Il faut voir déjà que c'est une singularité européenne. Ensuite, que cette singularité est temporelle. Elle n'a jamais été, elle n'était pas là avant la PAC et elle ne sera certainement pas là après la PAC. Et c'est une exclusivité quasiment mondiale que de penser dans un cadre réglementaire aussi strict qui amène forcément la pensée à être, excusez-moi du terme, mais handicapée. Et on a besoin aujourd'hui, pour bien saisir toute la portée de ce qui a été dit ici, notamment par Hubert, on a besoin de s'ouvrir à ce qui se passe à travers le monde. Sous l'influence du changement climatique, nous allons avoir besoin d'une agriculture qui soit beaucoup plus robuste. C'est bien gentil de penser, comme vous le disiez tout à l'heure Marcel, qu'on doit basculer de la parcelle, de la pensée de la recherche sur la parcelle à la pensée de la recherche sur le territoire, comme disait Hubert. Mais ce n'est pas simplement, je dirais, une vue de l'esprit, c'est une impérieuse nécessité si on veut faire face aux modifications climatiques qui, là, sont complètement aléatoires, incertaines, et pourtant en partie prévues et prévisibles. Et à partir de là, je dirais, le champ des possibles et le champ de l'investissement s'ouvre. Tu as, Hubert, évoqué un certain nombre de pratiques ou de technologies que Terrenade est déjà en train de mettre en place et à grande échelle. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique d'évolution est en marche avec la constitution des ROI, parce que c'est le sujet, la constitution des ROI qui en est à ses balbutiements. Vous savez, l'industrie du private equity, c'est une industrie qui est finalement assez semblable aux autres, c'est-à-dire qu'on est capable principalement de faire du benchmark. Le benchmark, c'est un merveilleux outil inventé par les consultants pour faire plein d'argent, mais qui là aussi est un merveilleux outil de stérilisation de la pensée.
C'est-à-dire que pour avancer, vous comparez aux autres, et puis vous espérez que dans la masse, il y aura une ou deux idées un peu originales qui permettra de tirer la masse. C'est comme ça que fonctionne n'importe quelle industrie. Malheureusement, pour la question de l'industrie du private equity en agriculture, il n'y a pas de choses égales par ailleurs. L'industrie du private equity en agriculture, à de rares exceptions près, notamment sur le foncier, qui est du pur spéculatif, n'existe pas. Donc, quand vous devez créer un ROI sur votre fonds de private equity, vous êtes bien mal en peine de pouvoir évoquer si vous allez faire du 15, du 25 ou du 200%. Mais je dirais, comme aujourd'hui Hubert, tu es bien mal en peine de pouvoir évoquer quelle va être la vision et les ROI de tes investissements dans ne serait-ce que 5 ans. Tout simplement parce que tu es en train de réinventer le modèle agricole. Parce que moi je dis tu, je te personnifie, mais c'est évidemment vous, Terena, Lancelot, Alain, etc. Donc il y a une conception du modèle agricole qui est vraiment en train de basculer, et c'est ça l'agriculture écologiquement intensive, c'est être capable de passer de la simple parcelle en monoculture avec quelques rotations assez simples à une approche territoriale, être capable de remettre au travail les écosystèmes, être capable en remettant au travail les écosystèmes de penser quelles vont être les nouvelles technologies et nouvelles pratiques, quelles vont être les nouvelles technologies et nouvelles pratiques qui vont être mises en place au niveau du territoire d'un écosystème afin de satisfaire les besoins alimentaires, les besoins non alimentaires, tout en étant rémunéré sur ces besoins alimentaires et non alimentaires, mais aussi sur le paiement for environmental services. C'est ça dont on parle quand on parle d'agriculture écologiquement intensive, avec une approche qui n'est pas simplement française. Comme l'évoquait Michel en début de séance, c'est un questionnement qui est aujourd'hui international. J'étais là en Chine il y a quelques semaines. Vous savez que la Chine a interdit de produire des biocarburants il y a quelques années, tout simplement parce qu'ils sont, en termes de sécurité alimentaire, au taquet. La Chine a aussi interdit de déforester, ce qui n'empêche pas la Chine de déforester massivement ailleurs ou d'aller chercher les biocarburants ailleurs. Fin de la parenthèse. Mais nous sommes dans une économie où aujourd'hui la question de la sécurité alimentaire est centrale, mais aussi la question de la croissance économique avec les besoins industriels. Il y a un appétit des pays émergents pour les nouvelles matières premières, quelles qu'elles soient, qui n'est qu'au début. Je rappelle quelques chiffres. Nous ne sommes aujourd'hui que 1 milliard d'habitants sur 7 à consommer ce que nous consommons, peu ou prou, 80% est consommé par 1 milliard d'habitants. Et la dynamique qui est lancée depuis une dizaine d'années, c'est une dynamique où, en moins de 20 ans, 6 milliards d'autres vont s'inviter au banquet. Je ne sais pas si vous mesurez la rupture. 6 milliards d'autres vont s'inviter au banquet pour arriver en moins de 20 ans à un niveau de consommation, ou en tout cas un niveau de confort de vie comme aujourd'hui. Ça va induire des ruptures absolument systémiques, absolument radicales, dont je pense l'AEI est un des éléments, est un des maillons. C'est un des maillons qui est le plus observé aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle les ministères stratégiques, ou les ministères de l'Intérieur ou les ministères de la Défense des grands pays. Tout simplement, comment rendre compatible une croissance économique qui va demander de l'énergie alors que l'énergie fossile est limitée et donc toujours plus chère? Réponse de tout le monde, la biomasse. Comment aller vers une croissance industrielle où on va chercher des substituts au plastique issus toujours du pétrole ou aux engrais issus du gaz qui revient au même? Là encore, la réponse, c'est photosynthèse, biomasse, agriculture, etc. Où qu'on soit dans le monde, la réponse, c'est biomasse. C'est tout à fait étonnant de constater que les agriculteurs en général ne considèrent toujours leur sujet que du petit bout de la lorgnette, qui est la production de colza, blé, maïs et autres, alors que le monde économique et la croissance économique mondiale ne pensent qu'à eux en termes de recours pour assurer la croissance des 20 prochaines années. Donc, si vous voulez, la question était évidemment extrêmement pertinente. Je n'ai pas voulu faire une réponse dilutoire. J'ai voulu quand même vous faire une approche de la complexité pour vous dire à quel point, de manière très conservatrice, je pense que les acteurs du private equity, les acteurs du financement de l'agriculture, sont des acteurs dans une bonne dynamique, qui n'ont pas vraiment de soucis à se faire pour les toutes prochaines années et pour les 20 années qui viennent, tout simplement parce que la demande sur les technologies et les pratiques ne va être que croissante, tout simplement parce qu'il n'y a guère d'alternative à la photosynthèse pour apporter les grandes réponses de la croissance économique mondiale.
Alors, je suis persuadé qu'on va discuter votre postulat. Il faut que les écosystèmes se remettent au boulot, les gars, parce que là, vous foutez rien pour l'instant. Ils vont faire ce qu'ils vont vouloir, les écosystèmes, parce qu'on leur a tellement tiré sur le poil qu'ils sont peut-être un peu, pour certains, épuisés. Ce que j'aimerais, c'est... parce que là, vous avez joué au massacre, là. Hein. Les boîtes montées en pyramide, et madame, je balance. Bon, sur les 50% qu'on va récupérer pour faire autre chose que de l'alimentation, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, des plastiques, vous avez dit, parce qu'il y a des amidons, etc. Mais il y a plein de choses. Alors, expliquez-nous un petit peu ça. Alors, quel est le panorama potentiel? À quoi faut-il quelles sont les strates qu'il faut se coller dans l'esprit quand on raisonne en termes de je suis un exploitant, qu'est-ce que je vais faire? Le premier élément structurant, c'est vraiment de considérer, non pas que j'ai joué au massacre, mais de considérer que la pensée qui vise à dire que les ressources sont toujours plus limitées, que les sols sont toujours plus dégradés, que effectivement en 2070 il n'y aura plus rien en Amérique du Sud, qu'en 2050 il n'y aura plus rien dans le bassin du Congo, etc. C'est une pensée linéaire issue des 150 ou des 300 dernières années. Mais que ce n'est pas fatal et que de plus en plus, notamment dans les milieux anglo-saxons et asiatiques, aujourd'hui, on est en train de penser une croissance qui radicalement inverse la tendance, c'est-à-dire comment revégétaliser des territoires hier désertifiés, comment reforester des territoires hier en forêt, comment dépolluer l'eau, dépolluer l'air, etc. etc. Donc, premier élément assez structurant de la pensée, c'est penser non plus en termes de toujours moins de ressources pour toujours plus de gens, et donc comment on va faire pour ne pas crever. La conséquence quand même en termes de probabilité, c'est une minorité qui s'accaparera les ressources. Bon, ça reste un scénario probable. Le scénario qu'on peut défendre ici dans la philosophie de l'AEI, c'est qu'au contraire, on va être capable de remettre au travail les écosystèmes, c'est-à-dire que l'intelligence humaine, avec les nombreux chercheurs qu'on a autour de la table, on sait comment faire, au moins théoriquement. C'est comment on va être en mesure de reprendre des territoires hier exploités par l'homme et leur redonner le meilleur. Pour ça, un autre élément structurant, c'est la pensée entre puits et source, que ce soit en termes de carbone ou en termes de biodiversité. Ça n'aura échappé à personne qu'une bonne partie des territoires agricoles mondiaux sont aujourd'hui des déserts de biodiversité et que donc l'agriculture écologiquement intensive dans ce contexte aura du mal à démarrer. Bah oui, il existe quasiment plus de bactéries, plus de spores, plus rien. Donc on va avoir besoin de raisonner en termes de puits et de sources, c'est-à-dire comment on va recréer des sources de biodiversité pour effectivement mettre au travail les écosystèmes. C'est là où l'investissement et l'économie va rentrer en ligne de compte. Il y aura besoin du génie humain pour remettre en culture et des investissements pour faire venir des territoires sources aux territoires puits la biodiversité nécessaire à l'agriculture écologiquement intensive. Donc c'est une conception qui ne va pas se faire en un jour, qui ne va pas se faire en un an, certainement pas en 10 ans, mais c'est une conception positive du rôle de l'agriculteur, c'est une conception positive du rôle de la croissance économique, c'est une conception positive du rôle de l'agriculture écologiquement intensive dans une vision du monde qui permettra de faire basculer l'agriculteur d'un rôle de pollueur à un rôle de dépollueur, qui permettra de faire passer l'agriculteur du rôle aujourd'hui quasiment marginal dans lequel il est, au rôle qui, pour moi, qui a été le rôle de l'agriculteur pendant l'essentiel de la vie de l'humanité, à savoir un rôle central. Je pense que l'agriculteur demain redeviendra le cœur de la croissance économique, le moteur de la croissance économique. Et quand je dis l'agriculteur, je dis les filières agricoles. Il ne s'agit pas pour moi d'avoir cette classification économique de l'après-guerre où on va dire que les moissonneuses-batteuses font partie du secondaire et l'agriculteur sur son tracteur du primaire. Je pense qu'il y a des filières qui font vivre énormément de gens aujourd'hui et on peut reconsidérer aussi l'agriculteur comme étant un acteur clé de la croissance si on accepte d'intégrer au-delà du bout du nez, au-delà du gars qui est sur son tracteur. Voilà, donc une vision positive, agriculteur au centre de la croissance, agriculteur dépollueur, agriculteur qui, en maillage avec ses territoires, les collectivités territoriales et les industriels et les consommateurs, va devenir un acteur clé pour dépolluer, pour rendre des services à faible coût et bien rémunérés pour lui. Je pense que c'est une dynamique qui, bien loin d'être un jeu de massacre, est une dynamique enthousiasmante, une dynamique d'ouverture, une dynamique de construction qui permet de donner du corps à l'agriculture écologiquement intensive, qui permet de se projeter dans un scénario
qui, si on s'autorise à ne pas penser toutes choses égales par ailleurs, mais être dans un décloisonnement des différentes disciplines, entre démographie, économie et autres, de commencer à considérer qu'il existe un scénario qui ne soit pas un scénario de décroissance ou un scénario d'effondrement, ça dépend des points de vue. Merci bien. En tout cas, le massacre, c'était pas du tout une critique. C'était pas une critique, il y a des massacres nécessaires sur les idées reçues et qu'il faut dénoncer, tout va bien. La bonne nouvelle, c'est que la photosynthèse, c'est le futur moteur de l'économie, ou ça a toujours été le moteur de l'économie, peut-être, on va peut-être s'en rendre compte, enfin, en grande partie.